Nous commencions. Nos collègues vont probablement nous rejoindre. Mes chers collègues, sur proposition de Madame la Première ministre, le Président de la République envisage de reconduire Madame Laurence Bory-Bancel à la présidence du directoire de la Compagnie nationale du Rhône. Et donc, par conséquent, en application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution, cette nomination par décret du Président de la République ne peut intervenir qu'après avis public de la commission permanente de chaque assemblée. Cette audition donnera donc lieu à un vote à bulletin secret. L'Assemblée nationale vous ayant entendu hier après-midi, nous procéderons au dépouillement simultanément dans les deux chambres après cette audition. Il ne pourra être procédé à cette nomination si l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Voilà, mais bon, voilà. Notre commission est très attachée, comme vous le savez, Madame la Présidente, à la Compagnie nationale du Rhône. C'est une entreprise forte de 90 années d'histoire, un modèle de gestion publique-privée avec des missions multiples en faveur de la transition énergétique et un ancrage territorial le long du sillon rhodanien. Sans plus tarder, je vais céder la parole à notre collègue Daniel Grémillet, qui est président du groupe Énergie et qui est rapporteur sur cette nomination. Et ensuite, notre collègue Patrick Chauvet, rapporteur de la loi du 28 février 2022 sur l'aménagement du Rhône, vous interrogera également, puis je vous donnerai la parole. Voilà, Daniel. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, Madame Bory-Bancel, nous vous auditionnons aujourd'hui sur votre reconduction aux fonctions de présidente du directoire de la CNR. Créée en 1933, la CNR s'est vue confier en 1934 la concession du Rhône avec 3 missions, la production d'électricité, la navigation fluviale et l'irrigation agricole. Ces 19 centrales hydroélectriques produisent un quart de l'énergie hydroélectrique française. Elle est une société anonyme d'intérêt général à la gouvernance originale. 33% de son capital est détenu par l'État, 17% par les collectivités et 50% par Engie. Vous avez été désigné en 2021 pour une durée limitée avant le renouvellement de la concession par la loi relative à l'aménagement du Rhône de 2022, raison pour laquelle nous vous entendons à nouveau aujourd'hui. À l'époque, nous avions déploré la méthode ainsi choisie par le gouvernement, consistant à procéder à une désignation temporaire. Diplômé de l'École supérieure des ingénieurs de génie chimique, avant votre arrivée à l'SNR, vous avez effectué votre parcours dans le secteur du gaz naturel, d'abord chez Gaz de France, puis Engie, fournisseur de gaz naturel, ou chez LNG, exploitant de terminaux méthaniers. Dans ce contexte, je voudrais vous poser plusieurs questions. La première concerne votre parcours. Lors de votre désignation en 2021, nous étions interrogés sur votre proximité avec le groupe Engie, actionnaire quasi majoritaire de la CNR. Comment maintenez-vous, dans l'exercice de vos fonctions aujourd'hui, avec ce recul, une équidistance entre tous les actionnaires? La seconde question porte sur votre appréciation de la loi de 2022. Alors que les concessions hydroélectriques sont l'objet d'un contentieux avec la Commission européenne, cette loi a permis le renouvellement de celle du fleuve du Rhône jusqu'en 2041. Elle a consacré les missions d'intérêt général de cette concession ainsi que ses documents programmatiques, un cahier des charges, un schéma directeur, des programmes pluriannuels quinquennaux et des programmes de travaux supplémentaires. Elle a transféré à la concession 3000 hectares du domaine fluvial public depuis Voies navigables de France et lui a appliqué une redevance progressive allant de 10 à 80% en fonction du prix d'électricité. À l'initiative du Sénat, cette loi a placé les missions de la CNR sur la voie de la neutralité carbone d'ici 2050 en promouvant la production et la diffusion de nouveaux vecteurs énergétiques comme l'hydrogène renouvelable ou bas carbone et en soutenant l'utilisation de procédés photovoltaïques innovants comme l'agrivoltaïsme ou les panneaux flottants ou verticaux. De plus, elle a permis de renforcer l'association des collectivités territoriales, le soutien des professionnels agricoles et le renforcement de la sécurité juridique. Quel est votre point de vue sur cette loi? Donne-t-elle suffisamment de visibilité à la CNR
Où en est la mise en œuvre des programmes pluriannuels quinquennaux, dont le montant moyen est de 165 millions d'euros? Pouvez-vous présenter les actions et les moyens du premier plan institué en 2022, et notamment les investissements prévus en matière d'hydroélectricité, d'hydrogène et de photovoltaïque? Où en est l'application du programme de travaux supplémentaires prévoyant l'équipement de barrages ou d'écluses? Qu'en est-il du projet d'aménagement hydroélectrique en suspens de Saint-Romain de Joliens? Et quel est l'impact de l'extension de la concession et de l'évolution de la redevance sur la gestion concrète de la CNR? Ma troisième question a trait à votre projet. Quel investissement envisagez-vous pour le prochain programme pluriannuel et quinquennal? Comment intégrerez-vous la baisse du débit du fleuve Rhône, qui pourrait s'établir entre 10 et 40 % d'ici 2050? D'un point de vue plus pratique, comment gérez-vous les effectifs et les logements de la CNR? Envisagez-vous de modifier cette gestion? Ma dernière question porte plus largement sur le secteur de l'hydroélectricité. Le cadre national doit-il évoluer? Je crois que nous devrions faire davantage en faveur de cette source d'énergie renouvelable dans les prochaines lois quinquennales sur l'énergie et la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le cadre européen doit-il aussi évoluer? Je crois que le contentieux européen existant en la matière constitue un frein pour le développement de la filière française. L'évolution envisagée des concessions du groupe EDF, dont l'institution d'une régie ou le rachat de propriétés, vous semble-t-elle satisfaisante? Souhaitez-vous que ces concessions restent contestables du point de vue de SNR? Voilà, Madame Boris Mancel. Madame la Présidente, chers collègues, les questions que je souhaitais vous poser. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Cher Patrick Chauvet. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Madame Boris Mancel, à mon tour, je souhaiterais vous interroger sur l'application de la loi de 2022. Cette loi est composée de 7 articles auxquels ont été annexés un cahier des charges de 63 articles et un schéma directeur de 6 titres. Dans le cadre du bilan annuel de l'application des lois, j'ai constaté que la mise en œuvre des dispositions de cette loi était encore perfectible. Au 1er avril 2023, 6 articles ont trouvé une application. Parmi ces articles, 4 sont d'application directe, un a nécessité un décret et un autre un arrêté. En revanche, les dispositions sur le comité de suivi de l'article 4 ou l'énergie réservée de l'article 6 ne sont pas pleinement en vigueur. De plus, le cahier des charges comporte 8 occurrences à des modalités d'application réglementaire en cours de mise en œuvre. Pouvez-vous nous dire où en est l'évolution du comité de suivi qui attend toujours un nouvel arrêté? Où en est celle des énergies réservées, qui nécessite encore un nouveau décret? Plus largement, certaines dispositions législatives ou réglementaires applicables à la concession doivent-elles déjà évoluer? Je vous remercie. Voilà, Madame la Présidente, toutes les questions de nos 2 premiers rapporteurs, mais je vais d'abord vous donner la parole, bien sûr, pour des propos liminaires et les réponses à ces premières questions. Et je pense que dans mon propos liminaire, je répondrai à certaines des questions d'ailleurs. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je vous remercie, Madame la Présidente, je vous remercie, Monsieur le rapporteur, je vous remercie, Monsieur le sénateur, de vos mots et d'avoir rappelé les raisons pour lesquelles je suis devant vous aujourd'hui. En novembre 2021, vous m'avez fait confiance en vous prononçant à une large majorité en faveur de ma nomination en qualité de présidente du directoire de CNR. Dans le cadre de l'audition qui nous rassemble aujourd'hui, je vous propose de revenir très brièvement sur mon parcours, puis de vous exposer un bilan de mon action des 18 derniers mois. Je partagerai ensuite avec vous ma vision de l'avenir de CNR ou comment une entreprise comme la nôtre peut s'inscrire résolument dans les objectifs de transition énergétique fixés tant sur le plan français qu'européen. Je répondrai enfin, évidemment, à vos questions. Pour commencer, quelques mots sur mon parcours. Cela a été dit par Monsieur le rapporteur. J'ai toujours voulu travailler dans l'industrie et dans le secteur de l'énergie. Et, après un cursus d'ingénieur à Toulouse et à Édimbourg, j'ai commencé ma carrière au Centre national d'ingénierie de gaz de France. À l'époque, j'étais d'ailleurs la seule ingénieure femme. Je n'ai ensuite plus quitté le monde de l'énergie, où j'ai conduit différents projets d'infrastructure en gaz et en électricité, en France et à l'étranger.
J'ai ensuite assumé différentes fonctions de direction générale au sein du groupe Engie. Ces expériences m'ont permis et me permettent d'avoir à la fois un pied dans la stratégie et un pied sur le terrain. Dès ma prise de fonction de CNR, je me suis attelée à finaliser le dossier de prolongation de la concession. Les procédures enclenchées dès 2014, tant sur le plan français qu'européen, m'ont permis d'être la dernière relayeuse et de franchir avec succès la ligne d'arrivée avec l'adoption, comme cela a été rappelé, par le Parlement de la loi Aménagement du Rhône. Fruit d'un long travail collectif, cette loi a permis de prolonger le contrat de concession de CNR jusqu'en 2041, à l'unanimité de la représentation nationale qui a donc salué le modèle CNR. Je profite de ma présence parmi vous pour vous remercier, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, qui nous avez témoigné votre confiance. Cette confiance nous honore, mais surtout, elle nous engage. La prolongation de notre concession s'est inscrite dans un contexte très particulier. 2021 et 2022 ont été marqués par une succession de crises. La guerre en Europe, la crise énergétique, les manifestations visibles du changement climatique et toujours la Covid. La crise d'approvisionnement du gaz en Europe, doublée d'une faible disponibilité du parc nucléaire français, a favorisé l'envolée des prix de l'électricité à des niveaux jamais atteints. Cette volatilité du marché a eu un impact sans précédent sur des pans entiers de l'économie. La sécheresse historique qui a sévi en Europe est venue aggraver les tensions sur la production d'électricité en France, mettant également à rude épreuve nos activités de gestionnaire d'un fleuve et de producteurs d'hydroélectricité. Plus récemment, comme partout à l'échelle nationale, le mouvement social de contestation de la réforme des retraites a eu des répercussions sur nos activités, avec notamment l'arrêt du service public de la navigation sur le Rhône en mars et en avril de cette année. Vous l'aurez compris, le modèle si singulier de CNR a été mis à rude épreuve au cours des années 2021-2022, mais il a su démontrer sa robustesse. J'en viens maintenant à mon bilan. Lorsque je passe en revue ces 18 derniers mois, 3 mots me viennent naturellement à l'esprit. Résilience, agilité, engagement. Comme l'ensemble des entreprises françaises, nous nous sommes adaptés aux fluctuations du marché de l'électricité. À l'été 2022, nous avons été contraints de racheter de l'électricité au prix fort pour pallier notre déficit de production hydroélectrique. Mais cette envolée des prix a aussi permis de démontrer l'efficacité et la pertinence du nouveau mécanisme de redevance hydraulique inscrit dans notre nouveau contrat de concession. Je rappelle que cette redevance était fixe jusque-là, avec un taux à 24% des ventes nettes d'électricité. Et cette redevance, elle s'appuie désormais sur un système par tranche, comme les tranches de l'impôt sur le revenu. La tranche la plus basse, pour la partie du prix de l'électricité qui est inférieure à 26 €, c'est 10%. La quatrième tranche, qui est la plus haute, pour la partie de l'électricité dont le prix est supérieur à 80 € par mégawattheure, c'est 80%. Ce nouveau mécanisme nous a ainsi conduit à reverser, l'année dernière, en 2022, malgré la sécheresse, 176 millions d'euros au titre de la redevance. Et j'aimerais souligner que lorsque les débits étaient au plus bas, l'été dernier, nous avons su garantir nos 3 missions historiques. Dans le domaine du solaire et de l'éolien, nos équipes ont elles aussi été impactées par la flambée des prix des matières premières et par la rupture des chaînes d'approvisionnement. Là encore, nous nous sommes adaptés. Nous avons revu le design des projets, nous avons revu leur valorisation. Pour soutenir l'effort du déploiement du solaire photovoltaïque dans la vallée du Rhône, j'ai aussi souhaité la création d'une filiale dédiée. Elle s'appelle Solarona et elle associe nos partenaires de la Banque des Territoires et des caisses régionales du Crédit Agricole, ainsi que bientôt, je l'espère, les régions concernées. Depuis 18 mois, nous avons également été au rendez-vous de notre activité industrielle. Nos équipes ont mené tambour battant le programme de maintenance de nos ouvrages hydroélectriques. Résultat,
99% de nos groupes de production disponibles au 31 décembre 2022. La promulgation de la loi Aménagement du Rhône a marqué le top départ d'un programme ambitieux de travaux pour lequel j'ai demandé aux équipes de s'inscrire dans un calendrier d'études et de réalisation volontariste, sans empiéter, bien sûr, sur les temps de dialogue et de concertation avec les territoires, condition sine qua non de la réussite de nos projets. Ce programme, chiffré à 500 millions d'euros en 2018, vise principalement deux objectifs. Développer 100 MW de nouvelles capacités hydroélectriques sur le Rhône et renforcer nos infrastructures fluviales. Parmi les projets majeurs sur lesquels nous sommes déjà à pied d'œuvre, en effet, l'étude d'un nouvel aménagement hydroélectrique à la confluence de l'Ain et du Rhône, dénommé Rhonergia, qui pourrait être mis en service en 2033. La concertation préalable, sous l'égide de la CNDP, qui a désigné 4 garants, s'ouvrira au dernier trimestre de cette année. Cette concertation, comme les études préalables que nous menons, permettra à l'État de se positionner sur la suite qu'il entend donner à ce projet. Notre contrat prévoit également la construction de 6 nouvelles petites centrales hydroélectriques ainsi que leurs 6 passes à poissons. Il prévoit le renforcement des capacités de production de l'un de nos aménagements existants, l'aménagement hydroélectrique de Montélimar. Enfin, il prévoit le doublement des portes aval de 2 de nos écluses, qui permettra ainsi de fiabiliser la navigation sur le Rhône. Je conclurai ce rapide bilan par les missions d'intérêt général de CNR, auxquelles je suis très attachée et qui font également la fierté de nos collaborateurs. CNR a lancé en 2022 son nouveau dispositif de mission d'intérêt général dénommé le Plan 5 Rhône. Il est doté de plus de 170 millions d'euros et il est entièrement consacré au développement économique et à la transition écologique des territoires, en visant à soutenir des initiatives portées par des acteurs locaux sur 5 volets d'action. J'y reviendrai pour répondre à Monsieur le rapporteur. À travers ce plan, c'est l'essence même du modèle redistributif et de partage de la valeur de CNR qui s'incarne. J'en viens maintenant à parler de l'avenir et plus spécifiquement de la stratégie que j'ambitionne de poursuivre à travers notre plan stratégique CNR 2030, si vous m'accordez à nouveau votre confiance. CNR n'est pas une entreprise industrielle comme les autres. C'est une entreprise industrielle qui a été pensée et créée pour servir avant tout la nation et l'intérêt général. Pour moi, cette raison d'être n'a jamais autant fait sens qu'à l'heure où notre pays doit relever les 2 plus grands défis de ces 50 dernières années. Décarboner notre économie, réindustrialiser notre pays. C'est pourquoi j'ai fixé 5 priorités d'action pour notre projet d'entreprise. La première, sécuriser et moderniser nos infrastructures industrielles. En tant qu'industriels responsables, nous devons être exemplaires pour garantir la sécurité de nos collaborateurs, ainsi que celle des salariés des entreprises qui travaillent pour nous. En tant qu'industriels concessionnaires du Rhône, et pour répondre aux besoins d'électrification massive du pays des prochaines années, nous devons pérenniser, moderniser nos aménagements dont la moyenne d'âge est aujourd'hui de 52 ans. Pour ce faire, nous avons renforcé nos investissements de maintenance. 130 millions d'euros en 2023, 90 millions d'euros les années précédentes. Ma seconde priorité d'action ne va pas vous surprendre. Nous devons développer le plus rapidement possible de nouveaux actifs de production d'électricité renouvelable. Vous êtes bien entendu très au fait des enjeux relatifs à l'énergie et au climat. L'ensemble des lois discutées et votées sur ces sujets sont les briques d'un vaste édifice auquel CNR veut prendre toute sa part. Et mon pragmatisme me conduit à vous dire que les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque et l'éolien, doivent être développées le plus rapidement possible pour répondre à la hausse massive de la demande en électricité, car elles sont aujourd'hui des technologies matures et compétitives. CNR ambitionne ainsi
de développer 1500 MW de puissance supplémentaire d'ici 2030 en éolien et en solaire. Je suis convaincue que ce développement ne sera pas possible sans l'appui, sans l'appropriation des territoires et de leurs élus. Je suis régulièrement au contact des maires sur le terrain. Malgré l'hostilité de certains à l'égard des énergies renouvelables, j'ai constaté que leur volonté d'être partie prenante des projets est très forte. Je crois beaucoup à l'innovation technologique. L'énergie osmotique, le photovoltaïque linéaire, l'agrivoltaïsme ou encore l'hydrogène renouvelable font partie des énergies du futur. Et je souhaite que CNR continue à en être un laboratoire pour leur donner une chance de participer demain au mix énergétique. Autre priorité majeure de mon action, mettre nos ressources de concessionnaires du Rhône au service du développement et de la transition écologique des territoires. En ce qui concerne le transport fluvial, mon ambition sera de dynamiser le trafic sur la voie d'eau. Tout d'abord, en optimisant les interconnexions entre le fleuve et le rail. Ensuite, en mobilisant les ressources foncières de CNR au bord du Rhône au service de l'attractivité et de la réindustrialisation de nos territoires. Pour cela, nous travaillons de concert avec les autres acteurs de l'axe Méditerranée, Rhône, Saône, et notamment le port de Marseille, Voies navigables de France, SNCF Réseau et les CCI, dans l'objectif d'apporter une solution cohérente de l'axe. Pour ce qui est de notre mission pour l'agriculture, les effets du changement climatique nécessitent que CNR accompagne les agriculteurs dans la transformation de leurs pratiques. L'enjeu est de répondre aux besoins des cultures sans sursolliciter les capacités du fleuve et de contribuer ainsi à notre souveraineté alimentaire. Dès cette année, nous financerons et accompagnerons par exemple 16 projets d'agriculture durable à hauteur de 3 millions d'euros qui bénéficieront à une centaine d'agriculteurs du sillon rhodanien, toutes filières confondues. Enfin, la préservation du Rhône et de sa biodiversité, en lui redonnant son caractère vif et courant, est aussi dans l'ADN de l'entreprise. Et depuis 20 ans, CNR a ainsi engagé le plus important programme mondial de restauration écologique d'un fleuve. L'ensemble de ces actions, hydroélectricité, navigation, irrigation et biodiversité, doit évidemment prendre en compte la réalité de l'évolution de l'hydraulicité du fleuve. La récente étude de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui s'appuie sur les derniers rapports du GIEC, met en évidence que nous serons confrontés à des phénomènes extrêmes plus importants à l'horizon 2055. Davantage de périodes de sécheresse en été, davantage d'épisodes pluvieux l'hiver, moins de neige et donc moins de stock d'eau pour le printemps. L'enjeu de la conciliation des usages doit donc être la priorité de tous. Et dans ce contexte, le modèle de gestion holistique du fleuve de CNR prend tout son sens. Pour terminer, je souhaite que la performance irrigue l'ensemble de l'entreprise, tout comme la RSE, socle de mon ambition stratégique. Ainsi, je n'envisage pas qu'une entreprise comme la nôtre, premier producteur français d'électricité 100% renouvelable et engagé dans la RSE, ne soit pas exemplaire en matière de sobriété énergétique, de protection de la biodiversité, mais aussi et surtout concernant la place des femmes et des hommes au cœur de l'entreprise. Une entreprise n'est rien sans l'engagement au quotidien et dans la durée de ses salariés. Je continuerai donc à faire de la lutte contre toutes les discriminations, de la féminisation de toutes les filières, y compris techniques, de la formation continue et de la qualité de vie au travail, un axe fort de ma présidence, si vous décidez de me la confier. Voici donc en quelques mots les fondements de ma vision CNR. J'espère, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, que mes propos vous auront convaincus de mon enthousiasme, de mon engagement à faire de cette entreprise un atout au service de la transition énergétique et écologique de la France et de ses territoires. Je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant répondre à vos questions. Très bien, merci beaucoup Madame la Présidente.
Je vais donc ouvrir le débat. Merci de vous inscrire sur notre petite boucle WhatsApp. Et je vais commencer par Sylviane Noël. Merci Madame la Présidente. Madame Bory-Bancel, vous le savez, le Rhône prend sa source au sommet du col de la Furca, dans le Valais suisse. Puis il traverse le lac Léman et reçoit l'eau des affluents alpins et du Massif central avant de se jeter dans la Méditerranée. Parmi ces affluents, bon nombre se situent en territoire de montagne. Or, les fortes pentes des versants montagneux entraînent des vitesses d'écoulement très importantes et génèrent une érosion très active des terrains. Et le caractère torrentiel des têtes de bassin versants, marqué par un transport solide conséquent en blocs de pierre, en gravier, en boue, peut avoir des incidences non négligeables sur le débit du Rhône. J'aimerais savoir quelles sont les actions mises en œuvre par la Compagnie nationale du Rhône pour une bonne prise en compte de ces cours d'eau situés en tête de bassin. Je vous remercie. Merci Sylviane. Henri Cabanel, ensuite Daniel Salmon. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous venez d'évoquer donc une de vos missions, l'irrigation agricole. Effectivement, vous avez fait allusion à plusieurs études commanditées par notamment l'agence de Rhône Méditerranée Corse. Et vous venez de le dire avec donc des craintes sur le débit du Rhône, notamment d'ici 2050. Vous venez de confirmer votre volonté de continuer à accompagner l'agriculture au niveau donc de l'irrigation. Bon, moi j'aimerais bien quand même comprendre comment vous allez faire, parce que aujourd'hui l'irrigation, au-delà donc des rives droite et gauche du Rhône, l'irrigation de l'eau du Rhône va jusque dans mon département de l'Hérault, donc très loin du Rhône, avec donc une volonté de mettre en place une irrigation économe, mais surtout avec des investissements lourds, notamment au niveau des agriculteurs. Et donc, je voudrais savoir, dans la stratégie qui est la vôtre, quelles garanties ils peuvent avoir, malgré les difficultés qui s'annoncent, à avoir suffisamment de l'eau par rapport à leur investissement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Daniel Salmon. Merci Madame la Présidente. Merci pour cette présentation et un engagement non fin dans la transition écologique que j'apprécie grandement. Je reprendrai quelques propos de mon voisin. Il y a les différents usages de l'eau. Vous êtes au cœur de ces usages, entre la production électrique, l'irrigation, la préservation des milieux, la navigation, le tourisme. Comment priorisez-vous? Comment s'effectue pour vous cette gestion? Ça me semble, dans le moment où nous sommes, avec les aléas climatiques, quelque chose de fondamental. J'aimerais savoir également quelles sont vos relations avec EDF, puisque vous partagez ce fleuve, et savoir comment cela se passe. Et puis, vous avez évoqué l'énergie osmotique, peut-être une énergie d'avenir. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, ça m'intéresserait. Merci beaucoup. Oui, je t'en prie. Oui, vas-y, à toi. Florence. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, également, vous avez un projet dans le sud de Lyon qui pourrait être utile d'ailleurs à la vallée de la Chimie d'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Avec le réchauffement climatique, la baisse de rendement des barrages notamment peut avoir vraiment des effets sur votre production d'électricité. Comment est-ce que vous l'envisagez à court et à moyen terme? Et deux questions peut-être qui concernent directement mon département, concernant l'immobilier de la CNR, d'anciens logements qui avaient été faits il y a de nombreuses années, qui aujourd'hui ne sont plus du tout utilisés.
Et alors que le ZAN se met en place, il pourrait être de vraies solutions pour les communes. Donc, est-ce que vous envisagez de travailler avec les collectivités sur ce sujet et également sur un autre sujet de préoccupation qui est l'envasement des ports qui ont été créés. Donc, comment comptez-vous accompagner les collectivités sur ce sujet ? Merci Florence. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas, Madame la Présidente. Je vais me permettre de revenir sur quelques questions qui ont été posées par nos rapporteurs et sauf étourderie de ma part, je n'ai pas entendu de réponse sur notamment la question de notre collègue Daniel Grémillet sur l'équidistance entre les actionnaires, qui était une question qu'on s'était posée. Ah pardon, voilà, il y a quelques temps, l'appréciation de la loi qui a été votée, notamment la visibilité que cela donne à CNR. Le cadre national également sur l'hydroélectricité, est-ce que vous pensez qu'il doit évoluer? Les logements, mais je me doutais que Florence allait poser la question parce que, en effet, je me souviens de sa question la dernière fois également et qu'elle est plus que jamais d'actualité. Et mon collègue Patrick Chauvet vous a posé aussi des questions sur ce qui reste à paraître en termes de décret sur la proposition sur le projet de loi sur le CNR. Voilà, peut-être voilà, bien vous remettre cela en tête. Peut-être commencer par la question de monsieur le rapporteur à propos de l'équidistance. La première chose que je veux dire, c'est que moi, mon cap, ma boussole, c'est l'intérêt social de l'entreprise. Voilà, donc je dirige une entreprise, donc c'est ça ma boussole. Et la deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est, mais vous le savez évidemment, que concernant le capital de l'entreprise, c'est encadré par la loi Mursef et par conséquent, Engie dispose de 49,97% du capital de CNR et c'est tout. Déjà pas mal. Voilà, donc concernant je pense que donc, concernant l'ambition de développement éolien photovoltaïque, je pense que là j'ai pu répondre à monsieur le rapporteur. Concernant les plans synchrones, moi, je pense que j'y reviendrai après. Concernant la loi et l'application, donc la mise en œuvre de la nouvelle loi aménagement du Rhône, je voudrais évoquer les comités de suivi de la concession, qui sont des comités qui rassemblent les parties prenantes autour de la concession et qui ont été mis en œuvre dès l'année dernière, dès le mois de novembre, si ma mémoire est exacte, et qui se sont tenus cette année, la semaine dernière, cette semaine. Je crois que le dernier comité de suivi de la concession, il est demain. Donc ce sont vraiment des comités qui rassemblent, au-delà des services de l'État et de CNR, des acteurs des territoires et des parlementaires. Ça, c'est la nouveauté de la loi. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est important de souligner. Concernant les plans synchrones, oui, les plans synchrones donc sont des plans qui dotent en fait des missions d'intérêt général sur 5 axes. Donc ces 5 axes sont les énergies renouvelables non matures. On trouvera notamment l'hydrogène, on trouvera le photovoltaïque linéaire, comme ça a été rappelé, ou l'osmotique, la navigation, l'agriculture, la biodiversité et l'accompagnement des territoires. Et donc, comme j'ai pu le dire, le premier plan synchrone est doté de 173 millions d'euros. Concernant l'évolution des débits, alors j'ai commencé par la question concernant effectivement les débits, les questions d'érosion, les questions des actions prises par CNR sur ce sujet. Donc il faut savoir que nous collaborons notamment avec les Suisses
dans des opérations qui sont en fait des chasses sédimentaires que nous avons appelées appât vert. Donc la première s'est déroulée, enfin la dernière, pardon, s'est déroulée en 2021. La prochaine sera en 2024 ou 2025. Mais ce sont des opérations qui sont donc régulières et qui sont maîtrisées par nos équipes, encore une fois en collaboration avec les opérateurs suisses. Sur l'agriculture et sur que faisons-nous pour l'agriculture. Alors d'abord, le plan synchrone que j'évoquais, le volet agriculture du plan synchrone, du premier plan synchrone, est doté de 27 millions. À quoi vont nous servir ces 27 millions? Ils vont notamment nous servir à faire deux choses. La première chose, c'est à réparer, à moderniser des réseaux d'irrigation existants. J'ai un exemple en tête parce qu'on l'a signé il y a très peu de temps. C'est en Ardèche, vers Chaumérac. C'est un réseau que nous allons contribuer à moderniser, et cela va permettre, enfin profiter, si je puis m'exprimer ainsi, à plus de je crois 300 exploitations agricoles. Donc c'est un exemple donc de ce que nous faisons. Nous modernisons les systèmes d'irrigation de manière à ce que chaque goutte d'eau qui est prélevée dans le Rhône aille bien jusqu'aux plantes. Et la deuxième chose que nous faisons, c'est que nous accompagnons les exploitants agricoles pour modifier, faire évoluer leur manière de cultiver, de manière à ce que ce soit plus résilient face au changement climatique. Nous accompagnons donc un certain nombre de projets. Comme j'ai pu le dire dans mon propos liminaire, on a notamment eu beaucoup de succès pour un appel à projet que nous avons lancé fin 2022. 29 dossiers, on en a sélectionné 16 que nous allons accompagner, donc là aussi à hauteur de 3 millions d'euros. Donc notre mission d'agriculture, une des 3 missions indissociables de CNR, c'est bien de faire en sorte que l'agriculture française continue d'être une agriculture qui permettra de nourrir la population. Concernant les usages de l'eau et la relation avec EDF. Alors, je pense que justement, le modèle de CNR, à qui on a confié un fleuve dans son intégralité en aval du lac Léman, bien entendu, depuis la frontière suisse jusqu'à la Méditerranée, et on lui a confié ce Rhône dans ce que nous appelons une gestion holistique du Rhône. La navigation, l'irrigation et l'hydroélectricité, c'est un plus, justement, parce que nous sommes capables de concilier les usages et d'alerter les parties prenantes sur la nécessaire conciliation de ces usages. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que grâce à l'aménagement du Rhône, grâce aux 19 usines, barrages que nous avons sur le Rhône, nous avons pu même, l'été dernier, au moment de la sécheresse, continuer à garantir la navigation. On a continué à garantir le tirant d'eau de 3 mètres sur le chenal. Et on a permis que l'irrigation le long du Rhône puisse continuer à se faire en maintenant le niveau des nappes phréatiques. Et ça, c'est lié aux aménagements du Rhône, qui sont en fait des marches d'escalier depuis les Alpes jusqu'à la Méditerranée. Sur la question de la relation avec EDF, donc la relation avec EDF est très bonne. Alors on est en aval d'un certain nombre de barrages d'EDF. Donc nous sommes des hydrauliciens qui produisons de l'électricité au fil de l'eau. Donc nous turbinons les gouttes d'eau que le fleuve veut bien nous donner. Nous ne stockons pas, enfin nous pouvons faire du stockage en infrajournalier, voire au périmètre de la semaine, mais pas assurer un stockage saisonnier. Donc nous bénéficions, on va dire, des lâchers d'eau d'EDF lorsque EDF lâche d'eau en amont. Donc ça se passe très bien. Nous collaborons bien sûr avec EDF concernant le refroidissement des centrales nucléaires. Là aussi, il y a des accords qui existent, qui sont mis en œuvre, et la collaboration se passe très bien. Oui, une question effectivement sur les baisses des débits du Rhône. Je voudrais revenir sur l'étude de l'Agence de l'eau. Parce que cette étude, donc cette nouvelle étude de l'Agence de l'eau, elle a des conclusions qui nous interrogent, qui doivent nous interroger collectivement. Parce que si la conclusion de l'étude est que le débit du Rhône à l'horizon
2055 ne va pas diminuer en moyenne, ce début moyen, il ne veut plus rien dire. Parce qu'on aura beaucoup plus d'eau en hiver et beaucoup moins d'eau en été, avec des étiages qui ont déjà aujourd'hui diminué si on les compare à 1960. On a déjà perdu en gros 7% à l'amont et 13% à l'aval. Mais ce que dit l'étude, c'est que l'étiage à l'aval, au niveau de l'embouchure, il pourrait perdre encore 20% de plus. Donc, en fait, il va falloir que collectivement, on trouve des solutions de manière à pouvoir utiliser cette eau qu'on a, entre guillemets, en trop en hiver, en été, quand on en aura besoin. Sur l'exploitation de CNR, il y a eu une question aussi sur l'impact sur la production d'hydroélectricité. Bien sûr, s'il y a beaucoup trop d'eau en hiver, on ne pourra pas la turbiner parce que nos aménagements, nous avons 3 gigawatts sur le Rhône. Voilà, on n'en a pas plus. Et l'eau en plus, c'est déversé au barrage. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la programmation de notre maintenance, bien évidemment, nous faisons le plus gros de nos maintenances en été, au moment où nous avons moins d'eau. Donc, nous continuerons et nous renforcerons nos maintenances l'été, de manière à avoir tous nos groupes sur le pont en hiver quand il y aura de l'eau. Une question sur l'énergie osmotique. Alors, l'énergie osmotique en est à ses débuts. Donc, c'est une énergie qui a été d'ailleurs inscrite dans la loi d'accélération des énergies renouvelables. Nous pensons qu'elle est prometteuse. Notre terrain de jeu, nous, CNR, c'est le Rhône. Et donc, nous ambitionnons, si tout va bien, d'installer un démonstrateur, donc quelque chose de petit, ça fera 100 kW, dans l'embouchure de Rhône vers Barcarin. Et ça devrait être fait à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Et donc, l'énergie osmotique, c'est quoi? C'est juste la rencontre de l'eau douce avec l'eau salée et la différence de salinité de l'eau qui crée de l'énergie. Et donc, il s'agit de faire se rencontrer ces deux flux à travers une membrane osmotique qui est une technologie d'une start-up qui s'appelle Switch et que nous accompagnons. Et de cette façon, nous pensons que cette technique pourra s'additionner à d'autres techniques et constituer le mix énergétique de demain. Alors, j'avais une question sur le projet hydrogène sur la vallée de la Chimie. Donc, effectivement, nous travaillons sur un projet d'électrolyseur pour produire de l'hydrogène vert qui pourrait être installé sur notre site de Pierre-Bénite. Il pourrait à la fois accompagner la décarbonation d'industriels et aussi la mobilité. Donc, ce projet, il est en cours d'étude. On est encore, on va dire, à l'amont. Mais notre ambition, ce serait de le mettre en service quelque part début 2026. Donc, et ce serait un projet qui serait modulaire. On commencerait par un petit électrolyseur et on pourrait ajouter des modules en fonction de la demande. Et l'hydrogène est important pour CNR parce qu'à terme, nous voyons l'hydrogène comme un vecteur de stockage. C'est-à-dire que nous sommes un producteur à 100% renouvelable d'électricité. Donc nous avons 3000 mégawatts de production hydroélectrique. Aujourd'hui, 1000 mégawatts de production éolienne et photovoltaïque. Demain, à l'horizon 2030, on ajoutera 1500 mégawatts, majoritairement du solaire, 2 tiers solaire, 1 tiers d'éolien. Mais tout ça, c'est de la production renouvelable et pas stockable. Et donc l'idée, c'est que lorsque le système aura besoin d'électricité, le système électrique aura besoin d'électricité, nous produirons de l'électricité. Mais lorsque le système aura moins besoin d'électricité, nous produirons de l'hydrogène que nous stockerons ou que nous distribuerons. Donc nous voyons l'hydrogène à la fois comme un vecteur de décarbonation pour l'industrie et pour la mobilité, mais aussi comme un vecteur de flexibilité pour les productions renouvelables. Les logements, la question des logements. Alors ce que je voudrais dire deux choses. Premièrement, une chose dont je suis fière, c'est qu'on a mis à disposition un certain nombre de logements l'année dernière à des familles ukrainiennes qui sont venues en France au début de la guerre. Ensuite, concernant la gestion de ces logements, nous savons que nous pouvons mieux faire. Et donc, nous avons lancé en fait une étude globale au périmètre de l'entreprise de manière à gérer au mieux possible les logements dont il est vrai qu'un certain nombre sont
vides, alors qu'à l'heure actuelle, dans le territoire, on sait qu'il y a pénurie de logements. Donc j'ai bien entendu votre point, Madame la sénatrice. Donc il y avait aussi une question concernant l'Union européenne et les questions de concessions et de remise en concurrence des concessions. Là-dessus, je voudrais apporter une réponse concrète. C'est que lorsque nous avons revisité la stratégie, donc Vision 2030 l'année dernière, et lorsque nous avons revu nos ambitions de développement renouvelable, il y a une chose que nous avons enlevée de nos ambitions, c'était 500 mégawatts de récupération ou de rachat de concessions hydroélectriques. Donc c'était dans la stratégie précédente, ça n'y est plus. Donc la remise en concurrence des concessions hydroélectriques françaises ne fait pas partie de notre stratégie, n'en fait plus partie. Et sur la question de l'hydroélectricité, je voudrais aussi rappeler que souvent on parle des renouvelables et on oublie l'hydroélectricité. Alors qu'à date, en France, 50% des ENR produites, c'est de l'hydroélectricité. Donc ça, c'est le premier point. Et alors qu'il y a un potentiel, alors évidemment, il n'est pas du tout aussi important que le potentiel de développement photovoltaïque, par exemple. Il n'est pas du tout aussi important que cela, mais il y a du potentiel. Et je pense que c'est important d'abord, comme nous le faisons, de maintenir à niveau les outils existants, d'essayer chaque fois que c'est possible d'augmenter la capacité des ouvrages existants. Je l'ai dit, nous le faisons à Montélimar. Nous les faisons grâce aux 6 petites centrales hydrauliques que nous allons construire entre l'embouchure du Rhône et Lyon. Mais nous le ferons peut-être aussi parce que dans le cadre du cahier des charges de la prolongation de la concession, nous sommes tenus de faire une étude que nous devons remettre à l'État au plus tard dans 5 ans, mais nous la ferons plus vite, en tout cas pour sa phase de faisabilité, pour la mettre à disposition de la concertation sur Ronergia. Et cette étude, elle vise à définir si oui ou non il est possible d'augmenter la capacité des autres ouvrages existants. Donc il y en a 19, il y en a un, c'est prévu, c'est Montélimar. On verra ce qu'il est possible de faire sur les autres. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié ? Vous me permettez, Madame la Présidente, Anne-Catherine Loisier, une question supplémentaire. Merci. Juste une petite question complémentaire sur le solaire, parce que donc on entend que vous avez des attentes importantes en termes d'évolution. Donc en fait, c'est quoi aujourd'hui je ne suis pas dans le territoire du Rhône, moi, c'est quoi le développement du solaire? C'est le linéaire, là, dont on avait entendu parler, biface, ou est-ce que c'est d'autres déploiements solaires? Et puis juste une petite question, parce que moi je découvre l'osmotique. Je découvre aussi qu'il y a quand même un rendement très très faible. Donc je ne sais pas est-ce que c'est vraiment une énergie avec un potentiel, ou est-ce que ça fait encore partie des choses qu'on brandit sans avoir vraiment de réalité. Voilà. Merci, madame. Alors sur le photovoltaïque, en fait, nous développons différents objets. Donc effectivement, nous avons développé un démonstrateur photovoltaïque linéaire. Aujourd'hui, ce n'est entre guillemets qu'un démonstrateur. Sa valeur, c'est qu'en plus, comme il est orienté nord-sud, alors que le solaire photovoltaïque il produit au maximum entre 13h et 15h, là, il produit le matin et le soir. Donc c'est la valeur de ce PV linéaire, et c'est pour ça qu'on a fait ce démonstrateur. Mais aujourd'hui, on fait du photovoltaïque au sol, on fait du photovoltaïque sur ombrière, on fait du photovoltaïque flottant, et on fait aussi du photovoltaïque sur les toits. Et on fait d'ailleurs des projets de petite taille, et c'est pour cela qu'on a créé notre structure Solarona, mais qui, elle, agit uniquement dans la vallée du Rhône. Et Solarona traite des petits objets inférieurs à 4 MW crête, mais ailleurs en France, on fait donc tous les types de solaire photovoltaïque que j'ai évoqués. Alors l'osmotique, votre remarque est très juste. L'enjeu du démonstrateur, c'est bien de démontrer que grâce à la nouvelle membrane osmotique qui a été mise au point par Switch, on produit plus d'énergie que l'on en consomme quand on pompe. Voilà, non mais c'est très clair. Et c'est pour ça qu'on fait un démonstrateur.
de manière alors, on le fait parce qu'on est convaincu que c'est le cas, évidemment, mais on fait un démonstrateur de manière à montrer qu'effectivement, c'est une filière d'avenir. Évidemment, elle ne se substituera pas aux autres filières. Moi, je suis convaincue qu'il faut de tout pour faire un mix énergétique, et l'osmose pourra en faire partie. Daniel ? Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Peut-être un complément, je vous ai posé une question concernant l'impact de l'extension de la concession et de l'évolution de la redevance sur la gestion concrète de la CNR. Et il me semble que vous n'avez pas précisé vraiment quel était cet impact-là. Est-ce que vous pouvez nous le donner ? Pour être sûr que je comprends la question, donc l'impact vous voulez dire de la redevance. Enfin, la redevance aujourd'hui, elle est vertueuse, puisque avant, donc comme je l'ai dit, on avait une redevance qui était calée à 24% du chiffre d'affaires net de vente d'électricité, quel que soit, on va dire, le prix de l'électricité. La redevance telle qu'elle a été mise en œuvre dans la prolongation de la concession, elle est progressive en fonction du prix de l'électricité. Donc, si le prix de l'électricité est bas, on va dire, la redevance, elle est faible. Si le prix de l'électricité est haut, la redevance, elle est élevée, avec une dernière tranche qui est à 80% pour la partie de l'électricité qui est supérieure à 80 € par mégawattheure. Et donc, cette redevance, elle permet à l'État de capter la valeur lorsque les prix de marché sont très importants. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que l'estimation que nous faisons de cette redevance pour 2023, lorsque nous la comparons à la CRI, j'ai oublié le C, contribution sur la rente inframarginale qui a été mise en œuvre, qui a été votée l'année dernière, on se rend compte que la redevance CNR, en fait, elle rapporte plus à l'État, si je puis m'exprimer ainsi, que la CRI. Donc c'est un gage, on va dire, que la valeur qui est créée par CNR reste évidemment pour partie dans l'entreprise, mais revient aussi pour partie à l'État. Et je rajouterai que, pour répondre aussi à votre question, dans le nouveau cahier des charges de la concession, en plus de cette redevance progressive, il est prévu une clause de rendez-vous. Une clause de rendez-vous en 2028 et en 2034. Donc, à ces deux échéances, on va comparer le business plan de la prolongation de la concession avec ce qui se sera effectivement passé. Et si on constate que le chiffre d'affaires dépasse ce qui était prévu de plus de 20%, le surplus sera partagé à part égale entre CNR et l'État. Évidemment, ce n'est pas symétrique. Autrement dit, si jamais le business plan il est moins bon que ce qu'on avait prévu, c'est le risque de CNR. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, monsieur le rapporteur. Les 3000 hectares supplémentaires. Alors, les 3000 hectares supplémentaires, donc effectivement, ça peut rapporter des contributions supplémentaires, mais c'est surtout des coûts. Et on a notamment récupéré l'écluse d'Arles, que nous devons remettre en état. Ça fait partie du cahier des charges. Et qui sera pris en charge d'ailleurs par une des pattes du plan synchrone. Mais ce n'est pas, on va dire, l'augmentation de la taille de la concession qui va générer des revenus supplémentaires. Oui, il y a aussi le canal de Savière qui rentrait dans le périmètre de la concession et que nous allons là aussi réhabiliter. Martine Berthet a une question supplémentaire. Merci Madame la Présidente. Madame Bory-Bancel, sur les 5 axes du plan synchrone, vous ne nous avez pas, ou alors juste un peu maintenant, parlé de l'axe territoire. Pouvez-vous nous donner son évolution? Merci. Donc, dans l'axe territoire, on va notamment continuer à soutenir la Via Rhôna.
On va continuer à soutenir les investissements des territoires qui veulent réhabiliter la connexion des villes, des villages au fleuve. Donc réhabiliter des berges, mettre en place des passerelles. On a aussi prévu d'accompagner, ça a été dit tout à l'heure, du dragage à propos des envasements. Donc voilà des exemples de ce qu'on a pu faire de ce qu'on a prévu de faire dans le plan synchrone qui commence. Et la PAT, la PAT accompagnement des territoires représente 35 millions d'euros sur le premier plan synchrone. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Ce qui doit prouver que vous avez été parfaitement clair. Je l'espère. Parfaitement clair. Donc, il me reste à vous remercier, Madame la Présidente. Nous allons vous raccompagner, procéder au vote. Donc, je demande à tout le monde de rester, bien évidemment. On va vous distribuer des bulletins de vote sur lesquels vous mettez oui ou non. Voilà. Et nous préviendrons nos amis députés pour que le dépouillement ait lieu en même temps. J'ai besoin de 2 assesseurs. Voilà, au hasard. Daniel et Bernard. Allez, voilà, parfait. Ah oui, la parité. Je suis là. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup et à très bientôt. J'ai votre...